Alors le principe de la chambre noire est qu'on va reporter une image, des petits offices qui vont faire passer la lumière. On va retrouver l'image à l'envers. On va changer la taille du trou. D'abord, on remarque que lorsque le trou est plus gros, l'image est très nette, enfin à peu près. Non, elle est pas très nette, Si. mais elle est plus éclairée. Elle est plus éclairée, mais elle est pas très nette. Plus on va rétrécir le trou, moins la lumière va passer. Et pourtant, l'image va être plus nette. On voit pas. Et donc, pour avoir une image plus nette, on va utiliser une lentille. La lentille va dévier légèrement la lumière. L'image est toujours renversée. Ça, c'est inévitable. C'est la conséquence de la propagation rectiligne de la lumière, elle se déplace en ligne droite. Et par contre, effectivement, le gros avantage, c'est que l'image est très nette. Voilà. Donc, ça, c'est parce que c'est une lentille convergente. Attention, voilà, on peut faire la mise au point, justement, en changeant la distance entre la lentille et le fond de l'écran. Lentille convergente, l'image d'un point est un point si tant est que l'écran est à une distance qui correspond exactement à ce qu'on appelle la distance focale de la lentille, c'est-à-dire la distance à laquelle se trouve le foyer où convergent justement tous les rayons. Voilà. Vous pouvez même à ce moment-là viser grâce à cette lentille n'importe quel objet, pas forcément celui avec les grosses lettres au tableau. Vous pouvez former l'image d'une n'importe quelle partie éclairée de... Voilà, écartez, recule un peu là. Par contre, il y a un problème de mise au point. Oui. Il faut que tu changes la distance. Alors, peut-être qu'on est trop près, du coup. Mais tu vas pouvoir changer la distance. Attends, ouais, non, rapproche un peu. Comme ça, on verra mieux. Change la distance entre la lentille et... Alors non, c'est dans l'autre sens. Encore dans l'autre sens. Il faut peut-être sortir la lentille du boîtier. Oui, voilà. Rapproche oui. La calculatrice. Nickel. Regarde. Donc alors là, l'explication... Vas-y, rapproche encore la calculatrice. Et toi, la lentille, tu peux l'éloigner de la boîte, peut-être. Attention, voilà. C'est carrément comme si on y était, quoi. J'essaye de plus trop bouger. On y voit, là. C'est net. On arrive à lire les chiffres sur les touches. Oui. Pour ainsi dire. Bon, à part qu'il y a des lumières parasites qu'on pourrait calmer comme ça. Voilà, c'est pas mal. Oui. Bon, là, on pourrait faire de la photo. On pourrait faire la photo de cet objet. Qui est à l'envers, bien sûr, parce qu'on voit que l'écran est en bas au lieu d'être en haut. C'est comme ça que faisaient les peintres avant. Ils faisaient une chambre noire, ils prenaient une image, et ensuite ils peignaient à l'envers, et ensuite ils retournaient la toile. Comment expliquer ça? Expérience, nous avons les trois couleurs primaires qui se composent du rouge, bleu et vert. Et dans cette expérience, on va vous montrer que lorsqu'on superpose deux lumières ou trois lumières différentes, on va avoir d'autres lumières qui vont apparaître. Alors on va commencer avec le bleu et le vert. Donc nous pouvons remarquer que lorsqu'on les superpose, nous obtenons du cyan. Lorsqu'on superpose le rouge et le vert, nous obtenons du jaune. Et lorsqu'on superpose les trois, on obtient le blanc. Qui est la couleur de départ. Donc la lumière, en fait, la lumière est blanche. Et dans la lumière blanche, il y a les couleurs de la lumière, c'est des ondes. Oui. Et donc l'œil capte que certaines ondes. Au départ, on a trois types de lumière qui correspondent à trois ondes différentes. Les rouges, par ici, les bleus à droite et les vertes au centre. Ça correspond à des lumières de longueur d'onde différentes, donc d'énergie différente. Et ce dont on parle après, c'est aussi de la couleur, c'est-à-dire ce qu'on ressent. Alors quand on regarde la lumière rouge, l'œil normal voit rouge, hein, la lumière verte voit vert, etc. Et ce que tu as montré, donc on peut le refaire par exemple, ce qui est de plus spectaculaire, quand on superpose les lumières rouges et vertes, eh ben, quand l'œil va recevoir en même temps, au même endroit, hein, ces lumières rouges et vertes, il va voir jaune.
alors attention de ne pas dire du jaune, il va ressentir une couleur. Là pour le coup on parle bien de couleur, il faut bien distinguer parce que la lumière qui est derrière cette tache jaune, les lumières sont bien les lumières vertes et rouges. Voilà. Donc le vert, la lumière verte, et qu'on superpose les lumières bleues et rouges, nous obtenons du magenta. On voit la couleur magenta officielle, la vraie. La lumière rouge, verte et bleue qu'on a fait, c'est des lumières simplifiées de l'arc-en-ciel. Hein. Le fameux rouge, vert, bleu. Le vrai arc-en-ciel est beaucoup plus riche, mais on utilise cette technique pour justement faire de l'image sur écran d'ordinateur, de l'image vidéoprojecteur. On va arriver à fabriquer entre guillemets toutes les couleurs, y compris les plus improbables qui n'existent pas dans l'arc-en-ciel, à partir de superposition de simplement 3 lumières différentes. Voilà. Une plaquette sur fond noir avec un cercle rouge et un carré vert. On va éclairer cette plaquette avec seulement les diapositives rouges. Les autres volets. Oui. Bien, surtout qu'il n'y ait pas de parasite de lumière blanche, voilà, c'est pas la peine. Voilà. Attention. Alors, et lorsque nous allons Je vais passer... arriver de l'autre côté pour que la... Voilà. Et du coup, on ne voit plus que le rond qui était rouge. Alors que, en réalité, le carré vert, il existe toujours, mais les apparences sont assez trompeuses. Étonnant, non? La lumière rouge ne laisse passer que... Alors, Comme l'éclair. c'est un objet qui reçoit de la lumière et qui est capable de plus ou moins en renvoyer. Comment on voit? La lumière blanche, elle contient quoi en résumé en gros? Alors toutes les lumières de l'arc-en-ciel. En gros, 3 lumières, dis-moi. La lumière blanche contient 3 lumières, 3 grandes familles. Rouge. Bon. Ben, un objet rouge, c'est qui renvoie justement uniquement la lumière. De quelle couleur? Oui. Et l'objet vert, a priori, suivant cette même logique, il renvoie quelle lumière? Bon, donc quand on va lui envoyer de la lumière rouge, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Qu'est-ce qui se passe? C'est une propriété de cette matière-là. Alors, justement, les peintures utilisées en art plastique, là, certaines renvoient une certaine lumière, d'autres une autre, etc. Donc c'est un peu un tour de magie. Voilà. Peu de choses près, qu'est-ce qui se passe? On voit un peu le rouge parce qu'il renvoie un peu lumière aussi. Oui, il n'est pas parfait, mais par contre, ce qui apparaît clairement, c'est que le carré, lui, Il renvoie bien la lumière. voilà, comme il le faisait en lumière blanche d'ailleurs. Hein. Ça n'a pas changé pour lui, à part un petit peu la teinte, mais voilà. Bon, voilà. Que sont la réalité, la connaissance, le sens de la vie? Des vastes sujets à aborder métaphoriquement. En décrivant l'existence comme un voyage sur un chemin ou à travers un océan. Une ascension, une guerre, un livre, une menace, un jeu, une ouverture. Ou une flamme éphémère et vacillante. Il y a 2400 ans, un célèbre penseur historique a dit que la vie, c'est comme un être enchaîné dans une caverne. et forcé à voir des ombres se déplaçant le long d'un mur de pierre. Plutôt joyeux, n'est-ce pas? C'est ce que Platon a suggéré dans son allégorie de la caverne. Qu'on trouve dans le livre 7 de la République, dans lequel le philosophe grec imaginait la société idéale. En examinant des concepts tels que la justice, la vérité et la beauté. Dans cette allégorie, un groupe de prisonniers est confiné dans une cave dès la naissance. Dos à l'entrée, incapable de tourner la tête. Et ignorant du monde extérieur. De temps à autre, des gens passent devant le feu, projetant des ombres d'animaux et d'objets sur le mur. Les prisonniers nomment et classent ces illusions. En croyant qu'ils perçoivent des entités réelles. Soudain, un prisonnier est libéré et est amené à l'extérieur pour la première fois. La lumière brouille sa vue et il est désorienté dans ce nouvel environnement. Quand on lui dit que les choses autour de lui sont réelles, et que les ombres n'étaient que des reflets, il ne peut le croire. Des ombres lui semblent beaucoup plus claires. Mais peu à peu, ses yeux s'ajustent, jusqu'à voir les reflets dans l'eau. Les objets directement, et finalement le soleil, dont la lumière est la source suprême de tout ce qu'il a vu.
Le prisonnier retourne dans la caverne et partage sa découverte. Mais il n'est plus habitué à l'obscurité. Et il a du mal à voir les ombres sur le mur. Les autres prisonniers pensent que ce voyage l'a rendu stupide et aveugle. Et résiste violemment à toute tentative de les libérer. Platon présente ce passage comme une analogie de ce que vit un philosophe essayant d'éduquer le public. La plupart des gens se sentent bien dans leur ignorance. Mais sont aussi hostiles à quiconque la leur fait remarquer. En effet, de la vraie vie, Socrate était condamné à mort. Par le gouverneur athénien pour avoir perturbé l'ordre social. Et son élève Platon consacre une grande partie de la République à dénigrer la démocratie athénienne. Et à favoriser les règles des rois de la philosophie. Dans la parabole de la caverne, Platon soutient que les masses sont trop butées et ignorantes pour se gouverner elles-mêmes. Mais cette allégorie a frappé les imaginations depuis 2400 ans. Car elle peut être comprise de bien des façons. Mais surtout, l'allégorie est liée à la théorie des formes, développée dans les autres dialogues de Platon, et qui soutient que comme les ombres sur le mur, les choses du monde physiquement sont des reflets imparfaits de la forme idéale. Comme la circularité ou la beauté. Ainsi, la caverne nous conduit à de nombreuses questions fondamentales, y compris les origines de la connaissance, le problème de la représentation, et la nature même de la réalité. Pour les théologiens, les formes idéales existent dans les esprits d'un créateur. Pour les philosophes du langage, qui voient les formes comme des concepts linguistiques, la théorie illustre la difficulté de grouper les choses concrètes sous des termes abstraits. D'autres se demandent si on peut vraiment savoir si les choses hors de la caverne ne sont pas plus réelles que ne sont les ombres. Nous vivons notre vie, mais pouvons-nous être sûrs de ce que nous pensons à savoir ? Peut-être qu'un jour, une lueur pourra percer un trou. Dans nos suppositions les plus élémentaires, s'échappera-t-on pour se frayer un chemin vers la lumière ? Quitte à sacrifier ses amis ou sa famille. On s'en tiendra-t-on à nos illusions confortables et familières ? Vérité ou habitude, ombre ou lumière ? Des choix difficiles, mais si ça peut vous consoler, vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux ici-bas.